Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Tchin tchin. Et oui, j'ai une tasse de Noël. Je tourne cette introduction de vlog le 1er décembre, mais le plan qui va suivre a commencé le 12 octobre. On va faire un voyage dans le temps. J'ai lu des livres que l'on m'a imposés. Des amis m'ont envoyé des Inkipit que j'ai classés de la première place à la 7e place car il y en a 7. Et à la suite de ce classement des Inkipit, j'ai décidé de lire les livres pour voir si le texte complet me plaît plus que l'Inkipit et vice versa. Donc c'est un petit jeu que je me suis imposé, un petit jeu que des amis m'ont imposé, et je te laisse avec les plans de cette vidéo. Est-ce qu'il va y avoir du suspense? Est-ce que les livres vont changer de position? Tu vas devoir regarder pour le savoir. Bonjour! Et aujourd'hui, j'ai pas lu celui que je préférais, j'ai lu le deuxième dans mon classement, c'est Admirable de Sophie Fontanelle. Pauline m'avait envoyé juste les 3 premières lignes, qui étaient assez énigmatiques mais qui me plaisaient par rapport à leur poésie. Si je veux raconter l'histoire, il faut partir de ce moment où, sur la route familière que je prenais tous les jours, j'ai senti le feu du soleil m'attendrir le dos. Et c'était cette partie-là qui m'avait beaucoup plu. J'ai senti le feu du soleil m'attendrir le dos, cette image du voyage avec le soleil dans le dos, tout ça, ça me plaisait. J'ai lu le bouquin très rapidement parce qu'il se lit très vite, ça fait 200 pages. De Sophie Fontanelle, j'avais déjà lu Capitale de la douceur, qui était un livre sur le naturisme et les îles du Levant, dans lequel elle s'exposait quand même pas mal, car c'était un roman en vers, mais dans lequel elle parle pas uniquement de l'île du Levant et du naturisme, mais aussi de violences sexuelles qu'elle a pu subir, etc. Donc vraiment un livre très très beau, très très dur et assez touchant. Je n'avais jamais lu de la pure fiction, je sais pas si je crois qu'elle a écrit beaucoup d'autres livres, mais je sais pas si c'est de la fiction, parce que Sophie Fontanelle, c'est une journaliste très reconnue dans le milieu parisien, de la mode principalement. Et oui, chez J'ai lu, elle a plein de bouquins qui sont publiés chez J'ai lu d'ailleurs. Bref, là c'est un peu un conte moderne dans lequel les rides n'existent plus. Tout le monde s'est fait effacer ses rides grâce à un médicament qu'on peut trouver facilement dans le commerce. Et en fait, nous, on va suivre Admira, qui est une femme qui vit recluse, seule, dans un petit coin de la Grèce et du Péloponnèse. Pour aller visiter le Pénoponnèse, c'est dans le bassin des Méditerranéens. C'est dans ce coin-là, j'aimerais bien visiter ça. Étant donné qu'elle vit recluse dans un petit coin de la Terre dans lequel elle ne regarde pas les infos, elle croise personne, elle vit seule, elle ne connaît pas l'existence de ce médicament et elle a encore des rides. Et un jour, en fait, quelqu'un va tomber sur elle et va voir ses rides. Et en fait, on va se rendre compte que c'est la dernière femme sur Terre à encore avoir des rides parce qu'elle n'a pas pris le médicament magique. Donc c'est vraiment un conte, faut pas essayer de réfléchir sur comment c'est possible, comment elle peut être la dernière personne, etc. Faut pas rentrer trop dans le détail. C'était sympa, mais j'ai trouvé ça un peu facile parfois, dans le sens où on frôle presque le développement personnel, où on nous dit, voilà, il faut assumer ses rides, il faut assumer de vieillir, il faut accueillir la vieillesse, l'âge, la mort. Je pensais que ça serait un peu plus militant peut-être, un peu plus engagé. Finalement, ça reste un peu en surface, ça se lit très bien, l'histoire est sympa. On voyage facilement, ça m'a donné extrêmement envie d'aller visiter la Grèce et le Péloponnèse parce qu'il y a des descriptions magnifiques de paysages. Et ce que j'ai beaucoup aimé par exemple, c'est que la poésie qu'on sent dans cet Inkipit se transparaît à plusieurs endroits dans le roman où il y a vraiment une attache particulière à la lumière, au sens, etc. Je sais pas si je suis zoomé ou si... Non, je suis juste très très proche de la caméra. Désolé, on est samedi après-midi, je suis pas sorti de chez moi, je suis encore en pyjama. Il y a quand même de la poésie et des instants de beauté, de lumière un peu partout dans le roman. Et cet Inkipit, il revient pas dans le texte, mais il retransparaît à un moment à la page 148, donc à 3/4 du bouquin, je ne spoil rien en vous le disant. Dès que je vous ai vu sur cette route, j'ai compris que je voyais là, pardonnez-moi, de la dynamite. Au fait, je vous l'ai dit qu'une chaleur me poussait ce matin-là, dans mon dos qui me menait à vous, au fond. Cette sensation me rappelait mon père quand j'étais enfant sur ma bicyclette. Donc j'aime bien le fait que cet Inkipit revienne dans le roman, et je n'ai pas corné la page, mais je crois que c'est peut-être bien à la toute fin, où on en fait encore mention. Le feu, voilà, la dernière... non, c'est la dernière phrase, je sais pas si je peux vous spoiler, ça spoile rien. Après, il y a si vous aimez bien découvrir le dernier texte, ça ne spoil pas, c'est juste que c'est vraiment un écho, un miroir de l'Inkipit. Le feu pouvait quitter mon dos. Donc je trouve ça très joli. Donc c'est un beau texte qui va pas me rester en tête extrêmement longtemps. C'était très sympa, j'ai pris beaucoup de plaisir, c'était divertissant.
Après, j'ai quand même beaucoup plus préféré Capitale de la douleur, qui était beaucoup plus intime que celui-ci, même si Sophie Fontanelle a les cheveux blancs, elle s'assume, elle a déjà parlé plusieurs fois du fait de ne plus faire de couleur, d'assumer ses cheveux blancs, ses rides, son âge. Donc c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le discours de l'autrice. Et donc voilà, elle en a fait un bouquin, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après en plus c'est chez Segers, c'est des livres qui sont toujours magnifiques, genre j'aime vraiment la direction éditoriale, la direction artistique et le travail éditorial qui est fait chez Segers me remplit de joie. Que ce soit les recueils de poésie ou alors là un roman. En plus vous voyez là il y a ce cadre jaune, derrière c'est un cadre bleu. Et donc quand on tient le livre ouvert, on voit la tranche jaune là, enfin un bout de la tranche qui est jaune et un bout de la tranche qui est bleu. Et à un moment dans le bouquin, j'aurais dû corner la page, je sais plus où, on nous parle de justement quelque chose qui était jaune et d'un truc qui était bleu. Je pense que c'est fait exprès, c'est pas anodin. Et vraiment, j'ai eu ce moment de recul où je tenais le livre, où je lisais la phrase d'un côté c'est jaune, de l'autre c'est bleu. Et j'avais cette vision avec ce bouquin, c'était extrêmement bien fait. Donc vraiment un travail éditorial de qualité. Une fois que j'aurai lu les bouquins, je les classerai de celui que j'ai préféré à celui que j'ai le moins aimé et je verrai si ça colle à l'Inkipit. Pour l'instant, même si j'ai bien aimé ma lecture, je pense pas, après j'ai pas lu les autres livres, mais que ça va arriver jusqu'à la 2e place, car c'était le 2e Inkipit qui me plaisait le plus. Ce vlog va peut-être être tourné sur très longtemps, je vais sûrement avoir des cheveux différents, je vais avoir peut-être une moustache, de la barbe différente, des habits différents c'est sûr, car je me change, et une lumière différente parce que, à mon avis, ça va durer sur plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois, donc voilà. C'était le premier Inkipit que je mettais à l'épreuve et je vous retrouve très vite pour le second Inkipit qui va probablement être le premier que j'ai vraiment beaucoup aimé, soit Profession du père de Sorge Chalandon. Coucou! Je suis beaucoup plus mims. Regardez-moi, on dirait un petit, je sais pas, schoolboy là. On se retrouve quelques jours plus tard car après Admirable de Sophie Fontanelle, j'ai lu Profession du père de Sorge Chalandon qui était l'Inkipit que j'avais le plus aimé parmi tous ceux sélectionnés, qui commençait donc par un enterrement du père. Nous n'étions que nous, ma mère et moi, lorsque le cercueil de mon père est entré dans la pièce. Posé sur un chariot, j'ai pensé à une desserte de restaurant. Les croque-morts étaient 3, visage gris, veste noire, cravate mal nouée, pantalon trop court, chaussettes blanches et chaussures molles, ni dignes, ni graves. Ils ne savaient que faire de leurs regards et de leurs mains. J'ai chassé un sourire. Mon père allait être congédié par des videurs de boîtes de nuit. J'avais beaucoup aimé l'énumération vestimentaire des croque-morts, le fait que le père allait être congédié alors qu'il est entre 4 murs dans un cercueil, entre 4 planches surtout. Nous n'étions que nous, ma mère et moi, enfin voilà. Cette espèce de cynisme dans l'enterrement du père, ne sachant pas trop pourquoi il était si peu touché, ou en tout cas assez détaché par cet enterrement, l'Inkipit m'avait beaucoup tenté, tant par le style que par ce qu'il en disait du bouquin. Profession du père, c'est donc l'histoire de Émile Choulan, qui vit seul avec ses parents, son père et sa mère. Le père qui d'emblée, dès les débuts du roman, est très violent envers son fils, que ce soit par des violences physiques ou des violences verbales. Il l'est également envers la mère, il frappe. Si c'est quelque chose qui vous gêne, même moi, qui d'habitude ne suis pas forcément gêné par ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup énervé à la lecture, parce que je pense que sur les 300 pages du roman, pendant 200 pages, on assiste à beaucoup de violences psychologiques, beaucoup de violences verbales, beaucoup de violences physiques. Tout est mêlé parce qu'en fait, le père est un gros mythomane. Le résumé nous dit, mon père disait qu'il avait été chanteur, footballeur, professeur de judo, parachutiste, espion, pasteur d'une église pentecôtiste américaine et conseiller personnel du général de Gaulle, jusqu'en 1958. Un jour, il m'a dit que le général l'avait trahi. Son meilleur ami était devenu son pire ennemi. Parce que le roman s'ouvre en fait sur les accords d'Évian, sur le général de Gaulle qui décide de quitter l'Algérie française, de rendre l'Algérie française libre, le putsch des généraux en Algérie. Et donc le père de Émile Choulan, qui lui a toujours été du côté du général de Gaulle, qui a combattu avec le général de Gaulle, qui était l'ami du général de Gaulle, se sent complètement trahi, déshonoré par ce retrait des forces françaises sur le territoire algérien et se positionne du côté de l'OAS, du côté de l'Algérie française et des combattants militaires en Algérie qui veulent garder ce territoire français. Et donc à travers les yeux du père, à travers ce que le père raconte à son fils, c'est beaucoup d'histoires inventées ou pas en fait, on sait pas. Pendant un bon moment, on sait pas vraiment si ce que le père raconte est vrai ou non, si il a vraiment été ami avec le général de Gaulle, est-ce qu'il a été parachutiste, est-ce qu'il a vraiment fait plusieurs guerres, est-ce qu'il a été footballeur, enfin voilà. À chaque fois, dès que le père dit quelque chose, c'est une vérité générale qui est acceptée par la mère, qui est totalement résignée, qui est totalement absente, qui n'est là que pour faire à manger à son mari et son fils,
et aller travailler. Le père, on ne sait même pas ce qu'il fait à l'heure actuelle, il nous raconte beaucoup des choses qu'il a fait par le passé, mais on ne sait pas si à l'heure actuelle il travaille toujours pour une quelconque organisation. On nous dit qu'il est agent secret, qu'il a un ami dans les forces spéciales américaines, la CIA, enfin voilà. C'est tout ce qu'un enfant peut croire raconter par ses parents de façon hyper crédule et comment cela joue sur la construction de l'enfant et la construction identitaire. C'est très fort, c'est très marqué. Par contre, là où j'avais adoré le style de l'Inkipit, parce que c'est quand même le but de la vidéo, est-ce que l'Inkipit reflète un peu le bouquin ? On a ce côté cynique dans les paroles adultes, parce que au moment de l'enterrement du père, c'est quelque chose qui se passe bien après les événements du roman. Le personnage principal, Émile, est adulte et il raconte comment adulte il voit l'enterrement de son père. Après la moitié du roman, enfin même les 3/4 du roman, on est dans les yeux d'Émile, enfant, comment il voit ses parents. Et donc le côté cynique un peu désabusé n'est pas du tout présent. Le style est, je vais pas dire pauvre, mais assez épuré. C'est quand même du Sorge Chalandon, il écrit très très bien. Il y a la queue du chat qui risque de vous foutre par terre à tout moment. C'est très bien écrit, j'ai quand même passé un bon moment, mais je trouve que ce n'est pas à la hauteur évocatrice ou impactante. C'est pas aussi impactant que l'Inkipit. Est-ce que c'était une mauvaise lecture? Pas du tout, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir, j'ai adoré découvrir, surtout que c'est en partie autobiographique. J'ai regardé quelques interviews de Sorge Chalandon où il raconte que en fait Émile c'est lui, sauf que lui il avait un frère et qu'il n'est pas devenu restaurateur de tableaux mais le journaliste qu'on le connaît, parce que avant d'être écrivain il est quand même journaliste. Il a eu le prix Albert Londres pour avoir couvert pour, je crois, Libération, le procès de Klaus Barbie. C'est quand même pas rien. Il a couvert plein de guerres, surtout au Moyen-Orient. On le voit par exemple dans le 4e mur de Sorge Chalandon. Enfin vraiment, c'est un auteur qui a fait plein de choses, qui a beaucoup voyagé. Et c'est pour ça, son savoir et ses connaissances sont quand même hyper intéressantes. Je lirai un jour Le Traître ou Mon Traître, qui la traite de l'Irlande du Nord, du combat, du conflit entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, enfin le Royaume-Uni et l'Irlande. Et voilà, donc très très bonne lecture. Je vais pour cette vidéo en plus lire Enfant de salaud. Enfant de salaud, c'est un bouquin qu'il a écrit a posteriori. Celui-ci, Sorge Chalandon l'a écrit juste après la mort de son père. Je crois que son père est décédé en 2014 et que ce bouquin est écrit en 2015. Il s'était toujours interdit d'écrire sur son père tant qu'il était vivant. Chose, une fois décédé, il a écrit ce livre et par la suite, en 2021, il a écrit un deuxième bouquin qui s'appelle Enfant de salaud. Et en fait, Enfant de salaud, c'est une phrase que lui a dit son grand-père ou sa grand-mère, je ne sais plus. Ton père était dans le mauvais camp pendant la guerre, tu es un enfant de salaud. Et en fait, il a jamais vraiment su, étant enfant ou même adulte, car après il se détache très très vite de ses parents. Sorge Chalandon, il est, je crois, même mis à la porte et il vit un peu en tant que SDF dans la rue pendant une période de sa vie. Il ne parle plus à ses parents jusqu'à la mort de son père, donc en 2014, quand son père meurt. Il reçoit un courrier des archives départementales du Nord avec un dossier au nom de son père, et on apprend que son père a... Enfin, il apprend, lui, Sorge Chalandon, que son père a tantôt œuvré du côté de la résistance, tantôt œuvré du côté du nazisme et de l'occupation, qu'il naviguait entre les deux. Et je pense que Enfant de salaud va être un bouquin là-dessus, parce que c'est un roman qui est sur deux... Enfin, je sais pas si c'est un roman d'ailleurs, ou de la non-fiction, ou s'il parle vraiment à 100% de son père. Là, en fait, c'est de l'autofiction, j'ai envie de dire, parce que il prépare un cadre qui est quand même très très proche de sa vie personnelle. Donc très hâte de lire Enfant de salaud quand même pour voir la suite. Sinon, j'ai commencé Colette, et alors Colette, l'Inkipit ne m'avait pas forcément plus plu que ça. On est avec une femme et un jeune homme qui se battent un collier de perles. Léa, donne-le-moi ton collier de perles. Tu m'entends Léa? Donne-moi ton collier. Aucune réponse ne vint du grand lit de fer forgé et de cuivre ciselé qui brillait dans l'ombre comme une armure. Pourquoi ne me le donnerais-tu pas ton collier? Il me va aussi bien qu'à toi et même mieux. Et en fait, j'ai lu une 50aine de pages, je crois, voilà, 50 pages. Et j'aime beaucoup, mais c'est du Colette, et je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. À mon avis, ça va pas durer longtemps. Je viens de terminer Colette, je l'ai pas entre les mains, parce que, enfin, Chérie de Colette, parce que j'ai passé la bâche. Et du coup, le salon est encore mouillé. Essayez de passer la bâche ou la serpillière, je sais pas comment vous dites, quand vous avez un chat, c'est insupportable. Il va évidemment marcher là où c'est mouillé. J'ai fini Chérie de Colette, qui ne m'avait pas forcément plus que ça à l'Inkipit. En tout cas, on était, j'en ai parlé dans le clip juste avant, donc vous l'avez sûrement encore en tête, dans cette histoire de perles entre un jeune homme et une femme, Chérie et Léa pour le coup. Et Chérie, c'est donc l'histoire d'une femme d'une 50aine d'années qui est amoureuse, qui a une liaison avec un jeune homme de 2 fois son âge, enfin 2 fois moins son âge. Le jeune homme a 2 fois, la dame a 2 fois l'âge de l'homme, enfin bref. L'homme a 25 ans, la femme a 50 ans. Ils se connaissent depuis
très longtemps. D'ailleurs, je sais pas, non, peut-être pas parce que ça serait bizarre, mais en tout cas, ils se connaissent. Ils ont entretenu une liaison pendant plusieurs temps, sauf qu'un jour, Chéri vient la voir et lui dit, écoute, Léa, je vais me marier pour rentrer dans le cadre de la société française semi-mondaine de la belle époque, avec une jeune femme de 19 ans, mariage plus ou moins arrangé, question de dot, etc. Et c'est très court, ça fait à peine 160 pages. Mais j'ai adoré, ça se lit hyper vite, hyper bien. C'est la langue de Colette qui est tout en facétie, c'est quand même très, pas dire humoristique, mais voilà, malicieux. Que ce soit du côté de Chéri, qui est un jeune homme qu'on déteste un peu. Le jeune beau qui a tout pour plaire, de l'argent, un physique, une position, il fait salon, sa mère a aussi une certaine position sociale dans laquelle elle reçoit souvent des femmes avec elle, autour d'elle, pour faire court. Donc... j'ai adoré, c'est vraiment cette ambiance feutrée des salons parisiens un peu cossus du début du XXe siècle. Et c'est aussi une belle et triste histoire d'amour entre Colette et Chéri. Donc en vrai, pour tout ça, entre Chéri et Léa, pardon. J'ai vraiment adoré le roman et pour l'instant, je pense que c'est celui que j'ai préféré entre les trois, entre Admirable, Profession du père et maintenant Chéri. Chéri passe en première position, principalement grâce à la langue de Colette. Ce qui est dommage, qui ne transparaît pas vraiment. Même si ouais, y a un peu d'humour dans cet incipit. Sinon, voilà, il est assez plat, contrairement au reste du bouquin, qui est beaucoup plus, je vous le dis, coquin. Pas coquin dans le sens wink wink, mais coquin dans le sens petit coquin. Voilà, je sais pas si ça vous a aidé, ce phrasé. J'aime bien cette expérience. Là, je vais continuer avec La meilleure part des hommes de Tristan Garcia, qui n'est pas dans ma pile à lire, mais du coup, je me le suis procuré en numérique pour pouvoir le lire. Il était dans ma wishlist, donc en fait, c'est un livre que j'avais quand même très envie de lire. C'est une histoire à l'opposé de Colette, parce que là, on est vraiment dans le temps des années 80-90, le temps du sida, des actions militantes d'Act Up, etc. Donc ça va me faire un virage à 360 degrés et j'aime beaucoup ça, je dois l'avouer. Ça fait longtemps que j'ai pas repris la caméra pour ce vlog et ça fait longtemps que j'ai pas filmé à 6h du matin en plein hiver. Donc vous allez retrouver les cadrages approximatifs et la lumière dégueulasse. On est le 26 novembre, je sais plus quand est-ce que j'ai commencé ce vlog, mais ça commence à dater. Entre temps, j'ai déjà lu 3 livres dont je vous ai pas encore parlé. Le Sarah Waters, le William Faulkner et Tristan Garcia. Je vous reprendrai quand je serai un peu plus jolie et que j'aurai pas le nez bouché, qu'il fera jour. Mais aujourd'hui, je commence Enfant de salaud. C'est le dernier livre qui me reste à lire pour ce petit vlog. Et donc, Enfant de salaud, c'est le livre que j'avais placé en dernière position. L'Incipit me plaisait le moins, alors que j'avais adoré l'Incipit de Profession du père. Une départementale enlacée qui traverse les vignes et les champs paisibles de l'Ain, puis grimpe à l'assaut d'une colline entre les murets de rocailles et les premiers arbres de la forêt. Lyon est loin à l'ouest, derrière les montagnes. Et Chambéry de l'autre côté. Mais là, il n'y a rien. Quelques fermes de grosses pierres mal taillées calfeutrées au pied des premiers contreforts rocheux du Jura. Une description de paysage somme toute assez banale. Je me suis renseigné sur le bouquin depuis et tout ce que je sais, c'est que c'est un roman, enfin c'est un texte autobiographique de l'auteur qui va alterner le procès de Klaus Barbie, pour lequel Sorge Chalandon a eu le prix Albert Londres de journalisme, car il a couvert, je crois, pour Libération, le procès Klaus Barbie. Et d'un autre côté, un voyage dans le Nord où il trouve des papiers sur son père et dans lequel en gros il va se rendre compte que son père a été tour à tour collaborationniste, résistant. En fait il allait du côté des gagnants à chaque fois de là où il se trouvait. Le salaud, c'est le père qui m'a trahi et je pense qu'il va pas encore être tendre avec son père comme dans Profession du père. Et au final, l'histoire de Enfant de salaud me branche beaucoup plus que l'histoire de Profession du père, alors que niveau Incipit, c'était l'inverse. Je commence ce livre, je vais lire une petite heure à mon avis ce matin, et je reviendrai vous voir. Et quand j'aurai terminé ce livre, on pourra faire un comparatif Incipit versus roman final. J'ai commencé cette vidéo il y a tellement longtemps, en tout cas plus d'un mois, que j'ai du mal à me rappeler de ce que j'avais pensé de certains Incipit. Et pareil pour ce livre, je l'ai lu il y a longtemps, mais j'en ai plutôt un bon souvenir. J'ai lu Sarah Waters de... Non, j'ai lu Du bout des doigts de Sarah Waters. C'est contemporain, c'est un roman qui a été écrit au début des années 2000, mais qui se passe à Londres en 1860, donc en pleine période... victorienne. Je me rappelle que l'Incipit était très disert, il racontait beaucoup de choses sur le personnage principal, je crois qu'on a un peu de l'histoire de voilà, c'est ça. En ce temps, je m'appelais Susan Trinder, les gens me disaient Sue, je connais l'année de ma naissance, mais pendant longtemps, j'ai fêté mon anniversaire à Noël, faute de savoir le jour, je suis orpheline, blablabla. On a un rapide, mais assez exhaustif, point de vue du personnage principal. Ça correspond bien au bouquin, parce que le bouquin fait quand même à peu près 600 pages, 700 pages, et on a beaucoup d'infos, c'est très
complet, parfois des choses qui n'ont pas forcément grand intérêt à savoir, mais l'autrice arrive à vraiment créer ce sentiment de complétude où on a vraiment tous les tenants et les aboutissants de l'histoire en allant dans les backstories des personnages. Alors, moi, c'est le genre de roman qui me plaît pas vraiment. Les romans victoriens, je n'apprécie pas forcément ça, d'autant plus quand on est dans des grandes demeures et tout. Alors, j'ai adoré Jane Eyre. Je pense que Jane Eyre, il y a une petite exception. Je ne sais pas à quoi c'est dû, peut-être au talent de l'autrice. Celui-ci, j'ai pas détesté du tout. J'ai bien aimé aussi, mais c'est vraiment pas le genre qui m'attire. Voilà. Et donc, je me suis ennuyé parce qu'il y a quand même des longueurs, notamment en fait entre les 2 premières parties. Je crois qu'il y a 3 parties dans le bouquin, si mes souvenirs sont bons. Et les 2 premières parties sont la même histoire au même moment, mais racontée par 2 personnages différents avec 2 points de vue. Donc on a le point de vue de Sue et le point de vue de la femme dont elle va s'occuper en tant que femme de chambre, qui s'appelle, je ne sais plus comment, la demoiselle de Briard. En gros, Sue est une orpheline qui vit avec une vieille dame dans les bas-fonds de Londres, et un jour, un de leurs amis, qu'on appelle le gentleman, vient les voir en leur disant « Écoutez, je connais un moyen de gagner du fric, il faut qu'on aille ravir une femme à son oncle, elle habite dans une demeure très belle, une grande vieille demeure, l'oncle vit seul avec sa nièce, et si j'épouse la nièce, on peut rafler le pactole. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, et du coup il demande à Sue, la jeune orpheline, de faire la femme de chambre, pendant que lui fera la cour à la femme. En fait, on se rend vite compte que tout est beaucoup plus compliqué, qu'il y a plein de liens entre ces orphelines, car du coup la femme dont elle va s'occuper est elle-même aussi orpheline, que c'est vraiment des petites intrigues de famille, de secrets non révélés, et c'est pour ça qu'on a cette espèce de construction où on voit un coup le point de vue, enfin pendant une partie le point de vue d'une des 2 femmes, et durant la seconde partie le point de vue de l'autre femme, car elles ont chacun des secrets que l'autre n'a pas, des informations que l'autre n'a pas, et donc l'histoire avance différemment. Mais moi, ça m'a un peu ennuyé de revivre la même histoire sur, en fait, presque 200-300 pages, on revit plus ou moins les mêmes événements. Le dénouement est sympa, quoique un peu long, ça tire en longueur. On a tout, quoi. En fait, l'histoire est complète. C'est ce que c'est ce que je disais au début, c'est qu'on a vraiment un roman complet. Donc, si vous aimez bien les romans qui s'étirent, qui veulent aller au fond des choses, avec des intrigues, des personnages qui s'aiment. Il y a une romance lesbienne saphique dans le bouquin, évidemment. C'est souvent pour ça que Sarah Waters est connue. C'est pas à mon avis, c'est pas dans celui-ci que la romance est le plus important. Je crois que c'est Caresser le velours qui est beaucoup plus porté sur l'histoire d'amour entre ces 2 femmes. Là, quelque chose se passe entre ces 2 femmes, mais ça reste assez anecdotique. Moi, je pensais qu'on allait vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus marqué. Pas tant que ça, mais c'est pas pour me déplaire parce que non plus la romance c'est pas forcément quelque chose qui m'attire forcément. Donc voilà, les grandes déclarations d'amour dans des bouquins, ça a vite tendance à m'emmerder. Donc je suis très content d'avoir lu Sarah Waters. J'ai un autre roman de cette femme dans ma palle qui est Ronde de nuit, qui là s'attarde sur la période de la Seconde Guerre mondiale, donc je pense que je serais un peu plus intéressé que par celui-ci, même si c'était très divertissant, j'ai quand même lu avec plaisir. On a envie de savoir comment ça va se dénouer, on s'attache au personnage du fait que ce soit très complet et qu'on ait beaucoup d'éléments sur les différents personnages, que ce soit les 2 femmes ou aussi le gentleman qui essaye de rouler un peu l'orpheline dans son grand manoir. On s'attache forcément à eux, on s'énerve aussi contre eux parce qu'on voit plein de choses que les autres ne voient pas et on est engagé dans le roman. Et ça, j'aime bien quand les auteurs arrivent à m'engager dans un roman, à prendre part au débat et au questionnement intérieur des différents personnages. Donc, une plutôt bonne lecture qui ne sera pas un coup de cœur pour moi, mais du fait de mes goûts personnels. Et je vous reprendrai plus tard pour vous parler de soit La meilleure part des hommes, soit Le bruit et la fureur de William Faulkner. Mais il faut que j'aille travailler parce qu'il va être 8h. Coucou, nous sommes le lendemain matin et je vais vous parler de Le bruit et la fureur de Faulkner, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça fait un peu moins d'une semaine que je l'ai lu celui-ci, donc il est encore plutôt frais en tête. Bizarrement, je ne connaissais pas du tout l'incipit de ce roman, alors qu'on a plutôt tendance à connaître les incipits célèbres. J'ai pas Proust, mais longtemps je me suis couché de bonne heure. Aurélien avec Bérénice, qu'il trouva franchement laide. Non, il est pas là non plus. Mais enfin voilà. Et celui-ci, je ne l'avais jamais entendu, je ne l'ai pas reconnu, je l'ai même confondu avec un roman de Colette, car on nous dit... À travers la barrière, entre les vrilles des plantes, je pouvais les voir frapper. Ils s'avançaient vers le drapeau et je les suivais le long de la barrière. Luster cherchait quelque chose dans l'herbe, près de l'arbre à fleurs. Enfin voilà, on nous parle de plusieurs personnages. Dans une espèce de campagne, il y a des barrières, des arbres. On n'a aucune info vraiment de temps, de lieu, d'époque. Ne serait-ce que ce sont des hommes qui ont l'air de travailler la terre, visiblement. Les personnages ne sont pas vraiment... expliqué, on ne sait pas qui est qui parle et tout ça, et en fait c'est hyper représentatif
de au moins la moitié du bouquin, les 2 premières parties. Le livre est découpé en 4 parties. J'avais très peur parce que à chaque fois que j'ai entendu des gens parler du Bruit et la Fureur, ce qui revient souvent c'est un roman qui est très difficilement compréhensible, c'est très dur de rentrer dedans, on a toujours envie de l'abandonner au début, etc. Il faut un peu se forcer. Et donc je me suis dit, je sais pas si je suis prêt à lire ce bouquin. D'ailleurs dans la vidéo où je lisais les incipits, je vous disais, je suis pas sûr que je vais le lire, machin. Et après du coup j'ai cherché sur internet s'il y avait pas une vidéo de la petite librairie, je vous la mets juste ici, de François Bunel. C'est des petites vidéos de 2-3 minutes dans lesquelles Bunel donne son avis et un rapide résumé de certains classiques. Et il y en avait une sur le Bruit et la Fureur qui m'a quand même pas mal titillé, où il raconte qu'on est avec 4 personnages, il nous explique qui sont les personnages, tout ça, donc ça donne un petit point de vue un peu plus facile pour appréhender le bouquin. Et j'ai regardé une deuxième vidéo qui la spoil un peu plus. Moi ça ne me dérange pas d'avoir des spoilers dans la lecture, enfin avant ma lecture, d'autant plus quand ce sont des classiques, je connaissais rien du bouquin et j'ai besoin d'avoir un minimum de cadre, d'autant plus que là en fait, effectivement, les 2 premières parties sont très difficilement compréhensibles parce qu'on est dans du stream consciousness, un truc comme ça, du flot de pensée, du monologue intérieur, un peu comme l'Ulysse de James Joyce, que j'ai juste ici, que j'ai commencé à lire d'ailleurs, j'ai lu 150 pages je crois, 100 pages tout rond. Oh d'ailleurs j'ai un marque-page de Camelot Magicadou dans ce livre. Et du coup les 2 premières parties, on sait pour la suite pourquoi elles sont si dures. En gros, Le Bruit et la Fureur, c'est l'histoire de 2 familles, une famille blanche dans le sud des États-Unis, donc dans la partie esclavagiste, et une famille noire qui est la famille des esclaves, ou en tout cas des serviteurs de cette famille blanche. On est vers la fin de l'esclavagisme, et la famille blanche est sur le déclin, tandis que la famille noire gagne plus ou moins en émancipation. Chacune des familles sont plutôt faites en miroir, car on a vraiment les 2 parents, les 2 couples de parents, avec chacun 4 enfants. 3 hommes et une fille pour les blancs, et pour les noirs, je ne sais plus, mais je crois qu'on est avec 4 fils. J'avais fait un petit post-it avec les personnages, Verge, Frony, TP... Non, 3 fils et une fille aussi, donc vraiment en miroir, je crois. Et on va suivre sur 4 journées dans leur vie ces 2 familles, car chaque partie est racontée par un narrateur différent et raconte les faits d'une journée qui s'est passée. La première partie, la deuxième partie, heureusement que j'avais regardé du contenu sur le livre avant pour ne pas abandonner. Effectivement, c'est très compliqué, les phrases commencent puis s'arrêtent, on saute de pensée en pensée. La première partie est presque sans queue ni tête vraiment, et on le sait par la suite pourquoi ça n'a pas de sens. Ça a un lien avec le narrateur et l'histoire, donc je ne veux pas vous le dire, mais voilà, tout s'explique, et c'est ça que j'ai adoré, c'est qu'au final, quand on referme le roman, au bout de la 4e partie, on a toutes les clés en main pour recomprendre tout le texte, et même relire les 2 premières parties. Je ne l'ai pas encore fait, mais je pense le refaire, surtout là, quand je viens de relire l'Incipit, car maintenant je connais les personnages, et il faut presque tout le roman pour réussir à se souvenir de qui est qui. En ça, c'est génial, parce que c'est un peu punitif au début, mais c'est pas gratuit. À la fin de ta lecture, tu es récompensé. Tu es récompensé parce que tu as un tableau. Alors l'histoire, elle reste assez banane, mais c'est vraiment plutôt pour je pense, le style et l'écriture, même si c'est pas une histoire de merde, enfin c'est pas inintéressant à lire. Justement, c'est ce qui m'a fait poursuivre, c'est que j'avais envie d'en savoir plus. On n'est pas dans de l'intrigue, on est plutôt dans la vie de ces personnages qui sont tous plutôt gris moralement, si ce n'est noir. C'est pas des héros, quoi. Donc quand je dis noir, c'est moralement pas la couleur des peaux des personnages, même s'il y a aussi cette question du racisme et de l'esclavagisme, je vous le dis, avec ces 2 familles en opposition. Oui, je suis d'accord avec les gens qui disent que c'est illisible au début. Si on rentre dedans comme ça sans rien en savoir, je pense que c'est très facile d'abandonner sa lecture au bout de 100 pages. La deuxième partie est un peu plus compréhensible, et la 3e et la 4e partie, c'est comme si vous aviez avancé dans le brouillard pendant 300 mètres, j'allais dire, pendant 300 km, et qu'enfin le soleil se lève, la brume se lève, et que vous pouvez voir clair et vous savez où vous allez. Et ça, moi j'adore, parce que voilà, comme je le dis avant, ça récompense le lecteur. Donc pour moi, l'Incipit est très révélateur de cette première partie, il s'intègre pleinement dedans, c'est le narrateur de cette première partie qui nous raconte cet Incipit, donc c'est vraiment exactement ce que j'ai eu, même si bah, évidemment on n'a pas beaucoup plus d'infos sur le bouquin grâce à cet Incipit, parce que à dessein, l'auteur l'a rendu très flou. Néanmoins, je vous recommande quand même cette lecture. Si vous aimez tout ce que je viens de dire, je sais que c'est particulier. On se retrouve demain, je pense, pour que je vous parle de La part des hommes de Tristan Garcia. Et dans tous les cas, j'ai presque terminé Enfant de salaud de Sorge Chalandon. Il est dans mon sac de boulot, donc je suis pas allé le chercher. Mais j'en suis à la page 230 sur 320, donc il me reste moins de 100 pages.
Je vais le finir aujourd'hui, c'est presque sûr, soit midi, soit ce soir. J'aime beaucoup, j'aime même mieux que Profession de salaud, parce que Profession du père, même si c'est l'histoire de Serge Chalandon, il y a un petit côté autofiction, en tout cas c'est pas de la non-fiction, il a créé un cadre, il a changé quelque chose dans sa vie, quelques trucs, genre on est avec un fils unique par exemple dans Profession du père, alors que Serge Chalandon a je crois un frère. Mais en tout cas, dans Enfant de salaud, on est dans totalement de la non-fiction, je vous le dis. On suit le procès Klaus Barbie à travers les yeux de Serge Chalandon et de son père qui est également présent dans l'assistance. Et en même temps, l'auteur, grâce à des documents d'archives retrouvés sur son père, arrive à, petit à petit, retracer le fil de la vie du père durant la Seconde Guerre mondiale. Il a commencé cette guerre, je crois, vers Versailles, si mes souvenirs sont bons, puis il est allé dans le nord, il est retourné vers Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, à nouveau le nord, la Belgique. Son père a beaucoup bougé, sous divers uniformes durant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit l'uniforme français, l'uniforme nazi, l'uniforme résistant, l'uniforme de la Légion tricolore, qui était une légion de Français envoyés sur le front de l'Est pour combattre les communistes. Donc voilà, il a été un peu de toutes les capes et de toutes les insignes, et c'est très intéressant à lire, notamment aussi le regard de ce fils sur ce père pour lequel il n'a pas vraiment beaucoup d'accroche, de relation. Enfin, ça a toujours été une relation très tumultueuse, parce que comme on l'a vu dans Profession du père, le père était très violent envers son fils, et donc là, voir tout ça qui se révèle à lui et comprendre plein de choses, tous les mensonges que son père lui a racontés durant son enfance, voir où est-ce qu'ils ont pris corps, comment ils sont nés dans cette mythologie de la Seconde Guerre mondiale et de comment son père l'a vécu. C'est hyper intéressant et j'aime beaucoup. Bonjour, ce n'est pas Jean-Charles ou Bernard de la Villardière, mais bien votre humble Flowfly, qui a toujours mal à la gorge, qui vient vous parler de Tristan Garcia, La meilleure part des hommes. C'est un roman qui parle des années SIDA, qui n'était pas dans ma pile à lire, mais mon ami l'avait choisi parce qu'il s'était planté dans la consigne pourtant simple que je lui avais donnée, de choisir un incipit de livre dans ma pile à lire. Et donc c'était un livre qui était dans ma wishlist, que j'ai pris en liseuse, sur ma liseuse du coup, et j'ai pas aimé, j'ai abandonné même, j'ai abandonné à environ 40%. William Miller, sur les photos qu'il m'a montrées, paraissait un enfant renfermé, sage et anodin. C'est à Amiens qu'il est né en 1970, où il m'a toujours dit qu'il avait passé une enfance plutôt heureuse sur le moment et terriblement triste a posteriori. Il avait un visage clair, et après c'est la description physique de William Miller, Willy. Et j'aimais beaucoup cet incipit qui était sympa. Moi, la formule une enfance heureuse, plutôt heureuse sur le moment et triste a posteriori, je trouve que c'est bien trouvé. Et en fait, je sais pas, c'est un roman qui se concentre sur Guillaume Dustan, Didier Lestrade et une femme, je ne sais plus comment s'appelle la femme d'ailleurs, mais sans les nommer. En gros, en préambule, on nous dit que toute ressemblance avec des personnes ayant réellement existé est fortuite, quoi. Les personnages de ce roman n'ont jamais existé ailleurs que dans les pages de ce livre. Si le lecteur juge cependant qu'il ressemble sous certains aspects à certaines personnes réelles qu'il connaît ou qu'il reconnaît, c'est simplement parce que plongé dans des situations parfois comparables, personne et personnage n'agissent pas autrement. Alors qu'au final, quand on fait quelques recherches facilement sur le livre, on tombe sur les noms que je viens de vous évoquer, soit Didier Lestrade, Guillaume Dustan. Donc déjà, j'ai un peu de mal avec ce genre de procédé proche de l'autofiction, où on nous raconte la vie de personnes sans nous dire qui ils sont. Ça m'a agacé. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire du roman, je suis pas allé au bout, j'ai même pas atteint la moitié, juste que ça faisait très, très collection Gallimard, mais pas dans le sens où je l'aime. Très entre-soi parisien sur justement les débuts du combat, la fondation d'Act Up, du Front de Libération Homosexuelle, le FLH, tout ça. Des sujets qui pourtant me plaisent, mais desquels je suis resté totalement extérieur, pas du tout impliqué par la narration, par l'écriture, par les personnages. Rien ne me permettait de rentrer dans le roman, car on était vraiment en vase clos, en cercle fermé, avec ceux qui savent, qui connaissent, qui étaient amis. Donc c'est pour ça que je dis que ça fait très élitiste entre soi. Je suis pas sûr que Tristan Garcia ait écrit beaucoup d'autres livres derrière, ça me dit rien du tout en tout cas. Il avait eu un prix pour celui-ci, le prix de Flore, qui est aussi un prix un peu entre soi, ceci dit. Donc voilà. Ça va être un passage très court aujourd'hui, 3 minutes, pour vous dire que je n'ai pas aimé ce livre, que je l'ai dit NF, et que j'ai pas grand chose d'autre à vous en dire, car je ne suis même pas allé à la moitié. Il me restera plus que Enfant de salaud à vous débriefer, car je l'ai terminé. Peut-être que je l'ai déjà débriefé, j'ai un doute. J'ai un doute parce que j'en ai parlé en stream hier, d'ailleurs vous pouvez nous retrouver en live tous les mercredis et tous les vendredis, de 19h à 21h environ, sur Twitch, pour parler lecture ou pour lire ensemble. Mais, je ne sais plus. Mais là, il faut que j'aille travailler. J'ai décidé de ne pas prendre la voiture aujourd'hui et de faire un geste éco-responsable et d'y aller en bus. Donc il faut que je parte un peu plus tôt que d'habitude. Il est 7h38. Je vais aller prendre mon bus et je vais aller travailler. Et comme j'ai commencé un nouveau livre, je suis content de prendre le bus car j'ai
allez, 45 minutes de bus au moins, donc je vais pouvoir lire dans le bus. Bon, et bien ça sera avec cette lumière pas forcément géniale que je vais conclure le vlog. J'ai lu les 7 livres, j'ai terminé Enfant de salaud, et franchement j'ai adoré ce livre. C'est le 5e de Sorge Chalandon que je lisais, après Profession du Père. J'ai eu le 4e mur, Profession du Père, Enfant de salaud, L'Enragé et le jour d'avant sur les mineurs pardon, dans le Nord. À chaque fois, il arrive à m'embarquer. Je trouve que c'est vraiment un conteur hors pair qui arrive à raconter des histoires aussi bien que sa vie, même si... D'ailleurs, je dis dans un des précédents clips que Enfant de salaud est de la non-fiction. Alors, pas tant que ça, parce qu'il a quand même changé quelques éléments par rapport à sa vie, en tout cas entre ce qu'il dit en interview et par rapport à ce qu'on sait dans le roman. Pareil, encore une fois, son frère est totalement absent. Il fait le choix de ne pas parler de son frère alors qu'il a bien un frère qui existe. Mais c'est très léger, les éléments qu'il occulte en gros, en fait c'est un peu de la fiction par omission parce qu'il occulte des trucs dans ce qu'il raconte dans Enfant de salaud, mais je pense que c'est quand même très proche de la réalité. Le rapport qui est fait du procès Klaus Barbie, comment il arrive à en parler, à parler des gens dans l'assistance, des personnes, enfin j'ai vraiment adoré. J'ai d'autant plus envie de me procurer Mon Traître, qui est un roman sur le conflit irlandais, sachant qu'en ce moment je suis en train de lire Les Fureurs Invisibles du Cœur, qui est un roman qui se passe en Irlande avec toute la question du conflit irlandais entre l'Irlande et la Grande-Bretagne. Donc bref, une très bonne lecture. Je suis désolé, je suis encore malade depuis les derniers clips que vous avez vus, ça doit être insupportable à écouter parce que j'ai le nez bouché. Je traîne un rhume ou un état grippal ou les deux à la fois mélangés à une sinusite depuis maintenant 8 jours, je ne m'en sors pas, ça m'énerve. Mais si je devais faire un classement de ces livres après lecture, en première position ce sera Le Bruit et la Fureur. J'ai adoré le fait que à la fin tout soit chamboulé et que en fait, enfin pas chamboulé mais tout se mette en ordre justement plutôt, et que tout ce qui était chamboulé ou très peu clair au début du roman prenne du sens. Ça doit être enfin c'est stressant de me voir bouger dans le miroir derrière là. Mais c'est marrant parce que j'avais mis Le Bruit et la Fureur qu'en 4e position par rapport à l'Incipit, il passe en première position, c'est une grosse remontada. L'Incipit qui paraissait un peu flou, je savais pas trop vers quoi aller, et c'était nécessaire pour le bouquin, et c'est peut-être ça qui fait que dans la globalité, après lecture, le livre est excellent. En 2e position, je mettrai Chéri. Chéri, l'Incipit m'avait laissé plutôt froid et de marbre puisque je l'avais classé avant-dernier, c'était la 6e position, et au final, la lecture de Colette, même si elle se fait pas sur la longueur, car ce sont des romans assez courts en général, Colette, on dépasse rarement les 200-300 pages, là je crois qu'on est même à moins de 200 pages. Sur la longueur, ce bouquin, après ces 150 pages lues, on est très content parce qu'on a une histoire avec un début, une fin, qui est tout en sourire en coin, farceur, comique, et c'est ça qui fait le plaisir de Colette, c'est une petite ambiance, c'est le salon, c'est coffret, c'est... On est bien dans ce livre et il faut le lire en entier. L'Incipit ne lui rendait pas justice. En 3e position, pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est Enfant de salaud. C'était l'Incipit qui m'avait le moins plu. Et en fait, cet Incipit, alors, c'est parce que la scène d'ouverture du bouquin se passe dans une maison à Iseux, je crois, qui est une maison qui a accueilli des enfants juifs pendant l'occupation. Et ces enfants ont tous été déportés. Et pour le procès Klaus Barbie, et pour son travail de journalisme, Sorge Chalandon décide d'aller visiter cette maison, et donc la description que l'on a au début d'Enfant de salaud, c'est la description de la maison dans laquelle, enfin en tout cas le lieu dans lequel le lieu où se trouvait cette maison, cette orphelinat pour enfants juifs. Donc c'est pareil, pas hyper révélateur du bouquin, le bouquin est beaucoup plus riche, beaucoup plus dense, avec ses histoires de filiation, mais aussi ce devoir de mémoire avec le procès Klaus Barbie. Est-ce qu'on juge l'homme ou est-ce qu'on juge l'histoire? Est-ce que l'on en a? Est-ce que c'est un procès des gagnants, comme on le répète souvent dans le texte? C'est le procès des gagnants sur les perdants. Enfin bref, voilà. Hyper intéressant à lire, j'ai adoré, je lirai encore du Sorge Chalandon. En 4e position, j'ai mis Profession du Père, que j'avais classé en première position pour l'Incipit. Ce qui m'a dérangé le plus dans Profession du Père par rapport à l'Incipit, c'est que justement, le ton très cynique et acerbe des premiers mots de Sorge Chalandon dans ce texte, avec l'enterrement du père, on le retrouve pas sur la longueur. On est avec un roman écrit du point de vue d'un jeune enfant, donc ça perd un peu en intensité, c'est ça qui m'a fait le mettre un peu plus bas dans le classement. Pour autant, c'était quand même une excellente lecture, j'ai adoré, et ça m'a encore plus donné envie de lire Enfant de salaud pour le coup. Donc c'était parfait. En 5e position, c'est Du bout des doigts de Sarah Waters. Et là, c'est égal parce que je l'avais positionné aussi en 5e position. C'était un Incipit très classique avec une description de personnage très complète. Et en soi, c'est pas ce que j'aime. Donc je dirais pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est pas à mon goût. C'était un bon roman, divertissant, qui fait le taf. Je pense que pour les amateurs du genre, c'est parfait. C'est juste que moi, c'est pas mon délire. En 6e position, Admirable de Sophie Fontanelle, qui
se trouve à cet endroit-là parce qu'elle souffre de la comparaison. J'avais positionné l'Incipit en 2e place car j'aimais bien la poésie qui se dégageait de cette lumière. C'est vrai que je suis très sensible à la lumière, d'autant plus quand c'est dans des livres avec des descriptions, etc., une ambiance. Au final, le texte est pas mauvais, il était plutôt bien, il se lit très vite, mais c'est sûr que quand on compare Sophie Fontanelle à Sorge Chalandon, à William Faulkner ou à Colette, et bah finalement, c'est pas... Voilà, c'est comparer l'incomparable évidemment. Non, le roman n'est pas mauvais, oui, il est oubliable. Et la dernière position, c'est La meilleure part des hommes. J'avais mis l'Incipit en 3e place parce que je sentais peut-être venir ce côté sur l'homosexualité ou les transfuges, je sais pas trop. Enfin, il y avait quelque chose qui m'intéressait dans l'histoire qu'on allait nous raconter, et au final, l'histoire, j'ai pas réussi à rentrer dedans, j'ai pas réussi à ce qu'on me la raconte parce que j'ai abandonné le livre, tellement on était resserré dans un cercle franco-français, je dirais même parisiano-parisien. Donc dommage pour Tristan Garcia, mais il n'aura pas passé la barre des 40%. C'est donc là que je vais conclure ce vlog. J'ai adoré faire cette expérience, vraiment c'est trop cool de lire les textes. Au final, j'ai mis 1 mois et demi parce que j'ai sorti ma vidéo des Incipit le 12 octobre, on est le 30 novembre. Et encore, il y a une grosse période où j'ai pas lu de livre pour la vidéo, j'ai lu d'autres livres entre temps. Donc vraiment j'étais attiré par ça, le fait de comparer l'Incipit au bouquin et de lire ces bouquins que j'ai pioché dans ma pile à lire sans... pas de mon propre gré parce que c'est des amis qui les ont choisis pour moi. C'était trop bien et ça me fait penser à 2-3 trucs pour des vidéos à venir en 2025. En tout cas, si la vidéo toi elle t'a plu, je t'invite à la liker, la faire voyager, la commenter, t'abonner, n'hésite pas à t'abonner, je l'ai dit 2 fois, il faut. N'oublie pas que j'ai aussi une page Ko-fi sur laquelle tu peux me soutenir financièrement, que ce soit ponctuellement ou mensuellement avec un abonnement. Ça m'aiderait beaucoup à sortir beaucoup plus de vidéos, en tout cas à être plus professionnel peut-être dans mon contenu. Après peut-être que t'aimes pas que je sois professionnel et que tu préfères que je sois un peu plus à la zob, et dans ce cas je comprends. Enfin non, je comprends pas que tu me donnes pas d'argent parce que je mérite. Enfin bref, voilà, je rigole. Vous faites bien comme vous voulez, à la hauteur de vos moyens, il n'y a pas de souci. Je comprends tout à fait. Je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.